Salut Mathieu. Salut Nicolas. Bonjour à tous. Donc on espère que vous passez de bonnes vacances parce que cet épisode devrait être diffusé au mois d'août 2024. On est aujourd'hui avec Mathieu Lapère. On est le 25 juillet 2024. Mathieu est le CEO et cofondateur de Pollen Robotics, une entreprise star de la robotique française, une pépite basée à Bordeaux. Mathieu, toi, tu as un PhD en robotique, tu as été chercheur à l'INRIA. J'ai même vu que tu avais fait, je crois, un stage ou en tout cas une petite expérience chez ITER. Et ça, c'est Mm. marrant parce Ouais, j'ai reçu ici Alain Bécoulet, qui est directeur général délégué d'ITER. mm. Euh, donc super C'est cool. longtemps ça. Mm. Hem, je suis ravi de t'avoir. On va parler robotique. On va explorer un petit peu les frontières et les ponts entre la robotique et l'IA ensemble. Hem et voilà et donc, pour, nos auditeurs, ben, je vous encourage à aller regarder le site de Mathieu, Pollen Robotics. Vous aurez la chance de voir son petit robot, enfin pas si petit que ça, qui s'appelle, Richie. Et alors pour commencer Mathieu, en démarrant sur l'IA générative, qu'est-ce qui se passe dans l'IA, depuis, ChatGPT? Est-ce que toi, ça t'a surpris? Là, ce qui a été impressionnant, ça a été la vitesse, l'accélération, on va dire, qu'il y a eu. Mmh. Euh, donc, comme tu as dit, avant, j'étais chercheur à INRIA. Ça fait depuis, en gros, 2010 que je suis dans le domaine. Ouais, Et ouais. si tu veux, on a vu les choses avancer tranquillement, avec des nouveautés qui arrivaient régulièrement. Boston Dynamics qui sortait un truc assez impressionnant tous les un an ou deux. Ouais, Voilà. ouais, bien sûr. Euh, mais côté IA, voilà, des progrès, on va dire un peu itératifs, sans grande révolution pendant quelques temps, quoi. Mmh. Puis il y a eu le deep learning qui a commencé à arriver, enfin en 2010, c'était tout début, quoi, vraiment Ouais. du- de l'usage du deep learning. C'est une époque où c'était très partagé dans la communauté, hein. Les gens Mmh. trouvaient que c'était parce qu'en vrai, sur le principe, c'est quand même assez basique, quoi. Donc ça paraît très étonnant qu'on puisse arriver à en sortir des choses Ouais, intéressantes, quoi. En tout cas ouais. sur le papier. Et du coup, c'était très partagé dans la communauté. Il y avait vraiment des gens qui pensaient que ça allait nulle part et qu'il n'y avait pas de coup d'aller dans cette direction. Et puis petit Mmh. à petit, il y a eu des progrès. Et voilà, à peu près en 2016, quand j'ai arrêté sortie du labo pour lancer Pollen, à ce moment-là, le deep learning, ça commençait à être un petit peu plus une technique reconnue, et en particulier sur la vision. Donc ça commençait à être, en tout cas de mon ressenti, ça commençait à devenir, Mmh. ok, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser côté vision pour faire de l'IA. Bien sûr. Et à partir de là, ça a commencé à augmenter, augmenter. Et là, quand il y a eu enfin, ouais, il y a eu des premiers GPT, 1, 2. Bon, c'était intéressant, mais bon, ça restait très, on va dire que les résultats étaient assez Ouais. anodins, quoi, par rapport à, enfin, on pouvait pas en tirer grand-chose finalement d'utile, quoi. Ouais, bien Par contre, sûr. quand ils ont sorti chez GPT-3, je sais plus si c'était GPT-3 ou 3.5 quand ils ont lancé ChatGPT, Ouais, 3.5, ouais, ouais, ouais. là d'un coup, en fait, il y avait un seuil qui a été passé où en Mmh. fait, ça y est, on commençait à lui faire des trucs qui étaient vraiment utiles Bien et sûr. très généralistes. Ouais. Euh, et honnêtement, moi, je l'ai pas vu arriver. Voilà. Mmh. Ouais, Donc, OK. mais après, bon, nous, Heu, il est plutôt dans la section robotique et pas bien forcément dans la sûr. section Mmh. pure IA, quoi. Euh, Juste, on a vu de plus en plus de trucs arriver, les GAN, c'était incroyable. Enfin, j'étais un grand fan des GAN. Bon, c'est l'IA générative, mais d'une manière Mmh. un peu les prémices. Quand j'ai vu les transformers arriver aussi, je trouvais que c'était très intéressant, quoi. Ouais, Et donc, je commençais à me dire, ok, il commence à y avoir des nouveaux outils qui pourraient être utiles pour bientôt pour la robotique. Voilà. bien Et sûr. quand même, voilà, quand il y a ChatGPT qui est sorti, quand même, ça m'a quand même un peu surpris.
Et après, ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'on est passé de une annonce intéressante régulièrement espacée dans le temps à toutes les 3 semaines une Ouais. annonce qui était normalement le fruit d'un travail de 5 ans avant, quoi. Et donc Ouais, exactement. un rythme délirant. Et c'était n'importe quoi. Il y avait tout Et le monde qui on y est sortait. encore. On y est encore. Et on On est peut encore, mais maintenant on s'est habitué à ce rythme en fait. bien sûr. Maintenant c'est devenu la normalité que ce soit ça le rythme. Mais sur le coup, c'était une grosse différence de passer de une nouvelle importante tous les ans à une nouvelle importante toutes les 3 semaines. C'est clair. Donc là, on dit il y a plus de limite quoi. Du coup, on se dit oh là là, on est en train de casser le. Il y a quelque Ouais. chose qui s'est, enfin, il y a quelque chose qui s'est libéré. Ouais. Tout le monde en même temps qui a réussi à. Enfin, les travaux, ils ont pas été faits en 3 semaines. C'était des gens qui travaillaient dessus depuis longtemps. Mais c'est juste, ça a commencé à se cristalliser à ce moment-là. Tout le monde avait l'air d'avoir quelque chose de prêt. Peut-être que les annonces de ChatGPT, ça a poussé les gens à communiquer un peu plus vite sur leurs travaux. Donc ça fait des effets un peu boule de neige. Comme tout le monde commence à communiquer, tout le monde communique, etc. Tout Mm. le monde pousse un peu plus vite. Et donc là, par contre, c'est intéressant et impressionnant de voir les évolutions, les nouveautés qui sortaient, et du coup de se rendre compte qu'il n'y avait pas que OpenAI qui avait fait un breakthrough dans son coin et que bah, c'est un coup de chance local, mais que c'est vraiment une tendance générale, que Bien tout le monde a sûr. réussi à augmenter son niveau et à sortir des outils impressionnants, quoi. Ah, donc une révolution incroyable. Donc quand on fait de la robotique comme toi, on est obligé de regarder ce qui se passe dans l'IA. Bah oui, ça fait partie, c'est un composant. C'est un composant. C'est un composant. Mm. Ben, en fait, je me suis souvent posé la question de savoir si c'était un composant de la robotique. C'est-à-dire, est-ce Mhm. que c'est un composant comme un autre qui intègre la robotique? Ou est-ce que la robotique, c'est plus une extension de l'IA, Ouais. ou une extension de l'informatique? Donc, c'est-à-dire de l'informatique avec des capacités de manipulation dans le monde réel, là où l'informatique, c'est que de la manipulation dans le monde numérique. Mais Oui, bon, ça, c'est plus grande question, grande question. On de la reviendra droite intellectuelle, hein. on reviendra dessus tout à l'heure, un peu plus tard dans le podcast. Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce que tu utilises des outils d'IA générative, toi, aujourd'hui? Oui. Et quel est l'outil que tu utilises le plus? Bah, maintenant, il y en a plein. Tout le monde a mis son petit outil en ligne. Mais après, bon, ceux que j'utilise vraiment le plus régulièrement, c'est évidemment ChatGPT, Oui. pour un peu de tout. Mhm. Et après, quand c'est des trucs plus spécialisés, bah, Perplexity aussi, c'est très intéressant. Enfin, je trouve Ouais, ils arrivent à faire vraiment des trucs solides sur la recherche d'informations et présentation de. bien sûr. Voilà, c'est vraiment un truc qu'on utilise aussi pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Euh, Quand c'est du code, bah, on a du copilote, quoi. Mm, mm, mm. Pour le code aussi, je fais du GPT, mais bon, ça m'arrive. Est-ce que tu as un usage secret de l'IA à nous révéler? Ou un truc vraiment hyper pratique, game changer, Bah, quoi? si, moi, ça me fait gagner pas mal de temps parce que j'aime bien travailler sur des choses concrètes. Et, Mhm. mais dans mon métier, j'ai aussi pas mal d'administratifs et des trucs Ouais, un peu ouais. pénibles à faire comme ça, qui sont pas à très haute valeur ajoutée, qui prennent beaucoup de temps. Et quand même, maintenant, j'arrive quand même à gagner du temps grâce à des IA génératives, Mm. parce que je peux me concentrer sur drafter ce qu'il faut faire, et après avoir une aide, un complément d'aide sur bah, la génération de texte, d'images, qui peuvent aider à aller un peu plus vite sur la rédaction. Ouais. Ouais, bien Donc, sûr. ouais, Sur les dans ce cas-là. tâches administratives, oui, je pense qu'on va pouvoir gagner beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Se simplifier la Ouais. vie. Mmh. Donc, Heu, bon, est-ce ou que pour tu peux nous l'écriture de mails parfois aussi, hein, ça peut aider, hein. bien sûr, bien sûr. Mmh mh. Mm. Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Pollen Robotics, le la société, le projet, le robot, Mm. l'équipe évidemment? Bah, ouais, ouais. Pollen, c'est donc une entreprise qui est une sorte de spin-off d'un labo de recherche de Naya, qui s'appelle Flowers, qui est dirigé par Pierre Oudillet, qui est un labo quand même avec une spécialité forte en IA,
notamment sur comment s'inspirer des process d'apprentissage de l'humain pour les transposer à des apprentissages machines. Et donc, il y a eu pas mal de travaux autour de comment simplifier l'exploration notamment, parce que si on laisse une IA explorer tout ce qu'elle peut faire, l'espace il est monumental, jamais de la vie elle arrive à explorer, il faut arriver à la guider un peu. Donc il y a eu pas mal de travaux sur ça à Twoers. Et donc c'est une équipe très performante en IA. Et moi je les ai rejoints en 2010 avec plutôt une approche côté mécatronique, robotique, Ok. et s'intéresser sur c'est quoi du coup aussi des robots adaptés à l'IA pour qu'ils puissent apprendre de nouvelles tâches. Et donc, pas forcément des robots qui sont là pour exécuter une tâche particulière, mais plutôt qui soient des machines capables d'apprendre. Et il y a quand même des différences de conception importantes qui sont que là, on attend que le robot il soit capable de faire des erreurs, pas se casser, pouvoir se réparer, être facile d'utilisation, être capable d'aller un peu partout dans différents environnements. Donc j'ai fait ça avec Pierre, Ouais. qui était aussi thésard à l'époque dans l'équipe Flowers. Donc ça, c'était un peu enfin, c'était mon projet de thèse et j'ai un peu Mhm. accaparé Pierre sur le projet. Ouais. Euh, et donc du coup de ça est sorti le projet Poppy, un robot humanoïde open source, mais de petite taille, Ok. qui a pas mal pris dans la communauté open source. C'était Oui, je l'ai vu sur votre site. Le petit, il est très mignon. Ouais. C'est un peu les réflexes qu'on a, je pense. Ouais. Ouais, mais du coup après, on avait fait ça parce que aussi comme ça c'était facile à transporter, facile de tester. S'il tombe, il se casse pas. Bref, c'est pas que, c'est aussi pas cher pour Et, un pouvoir peu- faire ça. et il était imprimé en 3D, quoi. C'est ça aussi. Ouais, Ça, c'est je pense que c'était incroyable. je pense que c'était la première. C'est arrivé, il y avait l'impression 3D qui arrivait au début de ma thèse. Je pense qu'on a été le premier projet à proposer un robot humanoïde imprimé en Trop 3D, cool, trop cool. Ah ouais, ouais. en particulier open source. Ouais. Donc là, on avait un peu mélangé Ouais, toutes les nouvelles possibilités bien qui sûr. s'offraient à nous. Euh, Puis du coup, ça nous a mis sur un track, sur ce track-là, et puis on a voulu continuer. On kiffait aussi l'ambiance qu'il y avait à Flowers. Voilà, c'était un super labo. On était, voilà, après, les contrats de recherche de chercheurs, c'est difficile d'avoir des contrats de chercheurs Mhm. à vie, quoi. Il y a très peu de place, donc souvent il y a beaucoup de gens qui passent dans les labos. En fait, c'est Ouais, un peu dommage. Hein. Il y a beaucoup de pertes comme ça, mais du coup, on a voulu continuer à travailler un peu dans ces conditions et on a créé Pollen avec un peu l'idée de pouvoir continuer à travailler de pouvoir continuer déjà à travailler ensemble ouais, et de pouvoir continuer à travailler sur ces sujets-là et en particulier avec une certaine manière de bosser qui nous allait bien. bien sûr. Euh, et donc c'est ça qui a un peu créé Pollen. Et donc du coup, avec Pollen, ce qu'on essaie de faire, c'est de continuer à pousser dans cette direction, de créer des technologies robotiques qui sont open source et qui permettent l'intégration de l'IA dans ce qu'on appelle le monde réel, quoi, qui est assez vaste, dans ces applications réelles en tout cas. Mhm. Donc on s'intéresse vraiment à cette, euh, à cette dynamique-là, dans laquelle on intègre aussi beaucoup l'humain. C'est-à-dire que c'est un outil pour l'humain Ouais. qu'on essaie de créer. Et Donc là, là, on parle de Richie. Et, euh, et donc, Richie, c'est un peu un grand Poppy du coup. Richie qui est un grand Poppy. Est-ce que Mm. Richie, il est humanoïde ou enfin parce il a pas de jambes entre guillemets. Ouais, On après peut dire il y a des humanoïde. parties. Ouais, pour moi, il n'y a Mhm. pas vraiment de. Ouais. Enfin, si tu veux, c'est pas blanc ou noir, quoi. C'est des Ouais, ouais, bien niveaux. sûr. Ouais. Si tu veux, Et, et Richie, il peut être contrôlé par l'être humain, mais est-ce qu'il peut être autonome aussi? oui, enfin, c'est un robot, voilà, c'est un robot, donc il est programmable, Oui. et après il a tout un SDK logiciel open source. Mm. À partir de là, c'est une plateforme, donc tu viens t'en servir, tu viens intégrer ce que tu veux dedans, quoi. Donc Bien sûr. soit tu le programmes pour qu'il exécute un truc, qui fasse toujours la même chose sans trop réfléchir,
soit tu essaies de créer des comportements autonomes, soit on te des OPR, soit tu commences à intégrer des IA. Ouais, bien sûr. Voilà, donc ça c'est Mmh. Trop bien. Hem, donc bah, écoute, bravo là pour Pollen, pour Richie. On va en parler. Je trouve qu'en tout cas au niveau français, c'est vraiment une superbe aventure. Hem, sur la robotique, ce qu'on se dit quand même sur la robotique depuis tu parlais tout à l'heure de Boston Dynamics, c'est qu'il y a une différence entre, ben, les démos, et la réalité. Heu, toi, tu vois ça aujourd'hui? Est-ce que tu penses que, vous avez passé ce stade et qu'on est en train de le passer aujourd'hui, de passer de la démo au à la réalité, aux robots qui arrivent, bah, dans la vraie vie, quoi, petit à petit? bah, nous on est, assez, enfin, tu vois, c'est pas le bon mot, mais un peu obsédé par le fait de vraiment faire marcher les robots dans le monde réel. OK. Tu vois, donc il y a des, si tu veux, il y a tu retrouveras des vidéos sur YouTube des premières versions de Ritchie qu'on avait. Et je me rappelle, on le mettait dans le sac à dos et on partait dans la rue pour faire des démos dans la rue, pour tester comme la réaction du public, voir comment ça. Ah Donc ouais, on a vraiment ce côté, on veut que ça marche dans les conditions réelles, tu vois. le sortir du Enfin, labo, quoi. Ouais, d'accord. ouais, Mmh. Ouais. ouais. Donc, enfin, pour nous, c'est vraiment important. Et après, c'est vrai que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de savoir dans ce qu'on voit, qu'est-ce qui est un truc qui fonctionne de manière exceptionnelle au moment où il y a eu la vidéo. Mmh. Et une fois que tu le mets dans les mains, tu le mets dans le monde réel, ben, d'un coup, ça s'effondre, quoi. Ouais. Euh, Ça, c'est quand même une différence encore aujourd'hui entre l'IA pure, numérique, on va dire, l'IA générative et la robotique, c'est que bah là, en ce moment, l'IA, elle est distribuée. Donc il y a des humains, des utilisateurs qui se servent, et donc qui voient bien ce qui marche pas. C'est pas juste OpenAI qui communique sur ce qu'ils ont fait. Tu as Ils raison. disent, Avec ChatGPT, l'IA est sortie des labos, c'est sûr. voilà, Et ça donc c'est c'est un des, peu pour ça, est-ce que c'est peut-être c'était une question que j'avais prévue, mais qui colle, assez bien à ce moment-là, c'est, heu, quand on peut se demander: «Est-ce que la robotique va avoir son moment de ChatGPT?» mais en fait, même un peu plus loin, c'est est-ce qu'elle va sortir du labo, quoi? C'est ça aussi. Mmh. oui, bah pour moi enfin, c'est sûr qu'on est sur un track où ça va arriver. Y a pas de, pour moi, c'est quand même dérisqué le fait que ça puisse arriver. Enfin, Plutôt quand, en fait, c'est plutôt voilà, quand? la question Mmh, c'est ouais. plutôt quand. Mmh. Et après, par contre, je pense quand même qu'il y a un truc, c'est que ça va pas, ça peut pas être aussi rapide. Enfin, même une fois que tu as on va dire le chat GPT moment de la robotique, si tu veux, derrière, ça peut quand même pas aller aussi vite que le chat GPT, parce que le chat GPT, tu as juste à te connecter sur un site web et jouer avec. Ouais, Dans tous les cas, là, tu fais un super, la date demain, là, il y a un super robot, il coûte, allez, même 5 000 euros. Et il fait tout ce que tu veux, il est ouais, parfait, il ouais, fait, voilà. Dans tous les cas, il faut le produire, ouais. il faut l'envoyer, et c'est un objet physique. Donc, dans tous les cas, la viscosité de la distribution fait que ça peut pas aller aussi vite Ouais. C'est que sûr. l'IA. Voilà. Mais Donc, on ça, parle de on parle de quoi comme, échelle de temps? On parle de mois, d'années? Enfin, après tout dépend de la quantité, quoi, ouais, ouais. mais Ouais, sur cet exemple du robot parfait à 5 000 € là, tu vois? c'est dans longtemps, ça. Ça, c'est dans très Ouais. longtemps. Non, mais dans ce scénario, Ouais, si je sais pas, tu vois, pour le produire, tu vois? Et en distribuer, ouais, quelques milliers, enfin, faut se dire: «Bon, bah, ouais. voilà, c'est des il faut quelques années, Oui, quoi». mais non, mais quelques milliers, tu peux arriver à passer ça vite, quoi. Mmh. Enfin, ça vite, tu vois, genre, peut-être, passer de 0 à 1000, peut-être que tu arrives à le faire en un an, quoi. OK, Mais OK, d'accord, très bien. tu fais pas de 0 à 100 000 en un an, c'est possible, tu vois. Enfin, je sais pas comment Et tu. voilà, et par contre de 0 à 100 000, là, tu peux pas parce que, bah, c'est, tes matières premières, tous tes composants, toute ta Bah, logistique. mettre en place le truc, la logistique, tu vois, tout le truc, Mmh. c'est vraiment compliqué à mettre en œuvre. C'est pas, et c'est un robot, c'est compliqué. Il y a un paquet de pièces dedans. Tu vois, c'est vraiment aussi compliqué qu'une bagnole, hein. Donc, je pense que c'est assez similaire. Une bagnole à la verticale, quoi, et Ouais, en tout cas, c'est similaire en termes de complexité, je pense, hein.
Ouais. Quand Elon Musk parle de 10 milliards de robots dans quelques années, bah, là, tu vois, c'est pas 100 000, 10 milliards, Ouais, ouais. c'est. T'as vu ce chiffre? T'as vu Oui, je crois que j'avais entendu ça en Mm. argumentaire, dire qu'il Mais y aurait au moins un robot par tu personne. te, tu te dis, ouais, c'est exactement, Mathieu, un robot par personne. Et c'est quoi ton sentiment quand tu entends ça? Enfin, Je pense mm, je pense que l'argument, il est valide de dire qu'à un moment, tu vas atteindre un niveau où tu as à peu près un robot par personne. ok, ok. Parce que, mais je sais pas trop, j'ai l'impression que quand il l'évoque, il le dit plus en mode chacun a son robot. Et je sais pas trop si c'est vraiment ça je sais pas si c'est vraiment ça qui est souhaitable en fait. Je peux Hmm, imaginer un monde, en fait, je peux même imaginer un monde où il y a beaucoup plus que 10 milliards de ouais, robots. ouais. Et du coup, c'est que le robot, c'est devenu un nouvel objet de consommation, au même titre que la bagnole. Et tout le monde a son robot, et puis au bout de 3 ans, tu le changes pour un plus cool, etc. Et si tout le monde fait ça, je suis pas sûr qu'on ait les ressources écologiques pour pouvoir maintenir à ce rythme encore très longtemps. Et Ouais, c'est cool, mais je sais pas si on doit pas se limiter à ne pas faire ça. t'as raison, t'as Donc raison. Là, il y a une question de ressources écologiques sur voilà, ces quantités, c'est évident, bien sûr. voilà. Donc dans le robot personnel à la maison, je suis un peu partagé entre ce qu'il faudrait faire, ce qui est faisable de faire, ce qui est souhaitable de faire, encore, tu vois. Ouais. Pour moi, par contre, ce qui est clair, c'est que ça peut devenir un très bon outil de travail. Alors, Un très bon outil pour de des- travail, ouais, et qui peut potentiellement remplacer le travail humain, quoi. voilà. Et donc peut-être que tu peux imaginer effectivement avoir à peu près équivalent, un peu de la même manière que enfin, beaucoup de personnes a un ordinateur pour travailler, il fait partie de ses outils quoi, de quotidien. Que bah, fait partie du travail d'artisan, d'avoir un robot qui nous aide, d'avoir Mm. tu vois, des tâches plutôt donc Donc sur des un, tâches qui sont un peu comme sur ChatGPT, enfin un peu un ouais, assistant, un copilote, un quoi. Enfin, copilote, voilà, exactement, qui- un copilote de tâches manuelles quoi. Hmm. Euh, Sur- ça je peux l'imaginer très bien quoi. Mais du coup c'est pour des besoins très particuliers plutôt Bien sûr. orientés sur l'exécution de tâches plus que pour du luxe Ouais. de se faire ramener sa bière quoi. Du luxe, du divertissement ou un compagnon Ouais, robotique. voilà. Ouais, 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 Mais ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver en mode compagnie robotique. C'est juste que je sais pas si c'est souhaitable que ce soit bien sûr. un truc, un objet de consommation comme, voilà. Mm. Non, et sur le travail, et c'est évident. Il y a un rapport du fonds Coatue qui est sorti sur la robotique générale, qui est hyper intéressant. Je donnerai le lien. Il disait que oui, bah, que les premiers robots industriels, c'était que ça remplaçait 20 humains en fait sur des chaînes de montage, hein. Donc Mmh. un ratio de un robot, 20 humains sur le travail. Donc c'est vrai qu'on peut gagner Mmh. beaucoup de temps. Je vais parler du form factor des robots, euh, qui a évolué aussi petit à petit. On est passé du robot traditionnel, enfin c'était un bras de robot, quoi, grosso modo, dans l'industrie. Ensuite, on a eu un robot qui était autonome et mobile. Après, on a eu les Attends, drones, ouais, attends, quand c'est mobile, c'est plutôt, il est que mobile. que mobile. Il fait rarement de la manipulation. C'est souvent des AGV, des chariots Oui. qui transportent une caisse. C'est Hmm. rarement un bras avec un chariot, par contre. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Euh, Très bien. Les drones. Après, on a Mmh. les quadrupèdes. Et Ouais. après, on a l'humanoïde. Et après, il y a Ouais. évidemment des formes un petit peu mixtes. Euh, Toi, donc, pourquoi est-ce que vous avez, enfin, sur ce choix, tout simplement, du robot humanoïde, on va dire, ça, c'est aussi des grandes questions. C'est quelque chose. Pourquoi est-ce que vous êtes parti là-dessus? Mmh. Alors, déjà, Et, faut est-ce dire que, que moi, et, j'ai toi, pas, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire ouais, aussi un peu quelle taille il fait, Richie, pas très, et quel poids, tout ça, quoi, tu vois? Ouais. ouais. Bah, Richie, il est vraiment taille adulte. Ok, ok. Enfin, taille adulte, il n'y a pas vraiment une taille adulte moyenne. Enfin,
Il a des bras qui font en gros 70 cm, donc c'est à peu près équivalent à un bras moyen adulte. Ouais. Voilà. Sa hauteur, elle est réglable, mais bon, globalement, je sais pas, il fait entre 1 Mmh. mètre, 1 mètre 50, on va dire 1 m 50 quoi, de haut. D'accord, d'accord. Très bien. Euh, voilà. Donc, et après le poids, bah, le premier Litchi, il pesait pas très lourd parce qu'il y avait beaucoup de plastique. Il était plutôt sans la base, enfin, sans la partie mobile, juste la partie haut du corps, c'était plutôt 7 kilos au total. D'accord. Là, OK. le nouveau, il fait plutôt 20 kilos sur le haut du corps. Mmh. Voilà. Après, une base mobile qui pèse c'est 15 kilos, donc à la fin, t'arrives à un truc qui fait 35 kilos, quoi. Mmh. Donc ça reste Et alors un petit. et donc ce choix du robot humanoïde, ouais. Ouais. Bah déjà, nous, il n'y a pas forcément initialement de volonté de faire des robots humanoïdes. D'accord. C'est plus ça nous tombe dessus, en fait. Tu vois. Ça nous tombe dessus parce que c'est des demandes, en fait. Euh, donc, à la base, le Poppy, c'était parce qu'on voulait étudier la marche, donc on a fait une forme plutôt humanoïde, et l'interaction entre humain-robot. Et Mmh. après, on nous a demandé plutôt des formes humanoïdes, parce qu'on a commencé à travailler sur des projets initiaux qui étaient plus orientés autour des prothèses. Et après, il y avait des industriels qui nous ont contactés aussi, qui cherchaient des bras robotiques, mais avec une forme humanoïde. Et sur le coup, on comprenait pas forcément toujours pourquoi ils étaient motivés par le format humanoïde. On se demandait si c'était plus par kiff high-tech que par vraiment besoin. Tu vois. Mais en fait, il y avait une première, donc ça c'est le début de Pollen. Il y avait une première raison, c'était que c'était des robots qui étaient aussi pensés pour aller s'installer sur des postes existants de travail. Bien Donc, ils sûr. sont déjà pensés pour être manipulés avec des bras qui ont plus une cinématique proche de celle de l'être humain. Et, Mmh. et donc, du coup, et puis nous, Oui, comme oui, on s'intéresse qui à, s'adapte mieux à l'environnement, en fait, l'environnement voilà. existant. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est ça, c'est quand même un sujet, s'adapter à l'environnement existant, notamment nous qui nous intéressons à faire des robots qui s'intègrent dans des environnements existants. Et l'autre chose, c'est l'interaction homme-robot. C'est Oui. quand même un sujet Ouais. important pour nous. On veut que ce soit un outil utilisé par des humains, et donc pour essayer d'avoir une relation, on va dire, le plus intuitive possible. Au final, quand tu as un humanoïde qui bouge, tu as, une meilleure compréhension de ce qu'il est en train de faire. Tu es un peu OK. moins, t'es un peu moins sur le recul de te demander qu'est-ce qui se passe. C'est plus quand il démarre son mouvement, tu peux mieux comprendre son intention, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas avec un robot industriel classique où à tout moment il peut partir. Enfin, tu n'arrives pas à prédire un peu ce qui va se passer. Quoi. Tu subis plus le mouvement, Ouais. donc tu es plus spectateur que en interaction avec. Donc Mmh. c'est un peu ça qui a démarré enfin nous Intéressant, intéressant. notre positionnement sur l'humanoïde. Euh, Puis voilà, on a une expertise aussi particulière. Il y a une expertise de manière générale en France sur l'humanoïde. Ça c'est clair. Voilà. Tu parles par rapport à quoi? Par rapport à Aldébaran, par exemple? Le Ou démarrant, le LAS, mmh, d'accord. historiquement, beaucoup de très bons chercheurs en humanoïde en France. Ah OK, je m'en rendais pas compte, mais enfin, ça mais évidemment, je comprends. Ouais, ouais, OK. Ouais. Bien. Et après, il y a quand même un nouveau truc qui arrive là, c'est avec les progrès en progrès en IA, où ça a encore renforcé plus l'aspect humanoïde. C'est, à mon sens, le besoin de données. Ces nouvelles techniques d'IA, elles sont extrêmement impressionnantes et efficaces, mais par contre, elles demandent une quantité de données qui est délirante. Euh, donc c'est là où quand même les IA modernes, elles sont pas si intelligentes que ça, c'est que il faut quand même leur expliquer. Ouais, Elles sont intelligentes, mais il faut leur expliquer longtemps, quoi. bien Donc il faut sûr. vraiment leur montrer 1 million de fois des exemples. Et donc en fait, le format humanoïde, c'est quand même un format où on peut commencer à prendre de la data de l'humain pour le transposer au robot. Et de la data en humain, on en a beaucoup plus que de la data robotique. Mmh. Euh, donc ça commence à se faire. Et du coup, un peu de la même manière que les IA génératives, on les entraîne sur des textes qui ont été faits par des humains ou des images qui ont été faites par des humains. Ouais. Là, on va commencer à arriver à faire il commence à y avoir des trucs qui marchent là-dessus. Hein, c'est pas encore parfaitement au point, mais on commence à arriver à entraîner des robots sur des vidéos d'humains qui font une tâche.
Ouais. Donc à partir de là, si tu commences à avoir accès à toutes les vidéos YouTube, de tous les tutos, de tous les trucs, tu commences à faire vachement de data qui peut aider l'apprentissage. Ah Donc ouais. et la transposition vers l'humain, de l'humain vers l'humanoïde, elle est un peu plus simple. Donc ça, plus le fait que le robot il est dans des environnements, il est adapté à des environnements existants, donc du coup, t'as pas besoin de refaire tout l'environnement pour le robot, c'est le robot qui s'adapte. Et en plus, pour lui montrer, tu peux lui montrer un humain qui fait la tâche sur le même environnement, qui est tout ça en fait pour l'humain. Donc ça, en fait, si tu veux, c'est un peu Ouais, un système ouais, ça où, fait non, non, mais ça fait quand même un paquet de bonnes raisons en effet, pour l'humanoïde, ouais, je comprends bien. voilà. Et ça aurait peut-être pas été le cas si il n'y avait pas eu cette nouvelle méthode d'IA qui marchait Bien comme sûr. ça, tu vois. Ça marchait différemment. Mmh. Peut-être que d'autres formats seraient plus adaptés. Mmh, bien sûr. On a des robots qui aussi historiquement qui étaient, spécialisés, enfin sur les notamment, les robots industriels qui faisaient Mhm. certaines tâches bien précises, hein, par exemple sur une chaîne d'assemblage. Hem, Mhm. Là, l'enjeu aussi et c'est encore aussi ce sujet, humanoïde, voilà, c'est d'avoir des robots qui peuvent, un peu tout faire, qui peuvent, Mhm. généraliser, comme tu disais même aussi, bah, recopier, le comportement humain et l'ensemble de l'étendue de nous, tout ce qu'on peut faire, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet intéressant. Ouais. Alors, il pouvait, effectivement, il était sur une tâche, mais il avait quand même souvent le même corps. Mmh. Donc, quand même, alors, ils avaient des capacités différentes de charge, par exemple. Donc, il y en a qui sont capables de soulever des tonnes, et puis d'autres, juste 3 kilos, quoi. Par contre, après, ce qui limitait beaucoup, c'est aussi la programmation, parce que pour chaque tâche, il fallait tout programmer, tous les cas, tous les cas Ouais. particuliers, tout ce qui peut arriver, et donc ça fait que c'est lourd. Et au final, bah, tu prends un robot, tu simplifies tout le truc pour qu'il ait un truc à faire, tu le programmes pour qu'il fasse que ça, et puis après tu mets un deuxième robot pour faire une deuxième tâche, tu le simplifies. Donc, et là, en fait, ce qui est en train de casser ça, c'est les programmes IA, Ouais. où on commence à vraiment considérer que c'est possible d'avoir un robot qui généralise assez pour pouvoir s'adapter à plusieurs tâches et passer de l'une à l'autre, Mais et donc que ça soit pas si le compliqué que ça de le programmer pour faire une tâche. bien sûr. Moi, ça me fait penser un petit peu quand on parle de ça, je pense un peu à Boston Dynamics, dans le sens où, bah, ça me semble être un robot, incroyable au niveau, technique, de ce qu'il est capable de faire physiquement. Mais Mhm. j'ai vraiment une vision et j'ai entendu beaucoup de choses en me disant: «Bon, non, mais tu vois, ce n'est que de la démo, Mhm. et il agit pas, tout est pré» enfin, tu vois, il y a pas il y a aucune autonomie sur le robot quand on voit la démo. Tout est guidé, mais Ouais. et est-ce que ce qu'on peut dire aussi, est-ce que c'est aujourd'hui, grosso modo, ben, l'IA générative, enfin l'IA aussi et devient le cerveau du robot, quoi, on peut dire ça? Bah, en tout cas, ouais, enfin, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait de dire qu'il était parfaitement guidé, parce que quand même, les, les choses qu'il lui faisait faire demandaient à ce que le robot soit capable de réagir à ce qui se passe. Tu vois, ça peut pas OK. être, tu vois, quand il fait un salto, Ouais. tu peux pas considérer qu'il va faire exactement ce qu'il faut au moment qu'il faut et que le salto va toujours être exactement pareil, quoi. Il le fait et après il se rattrape, tu vois. Donc quand même, il y a quand même une maîtrise de la réaction. Après, par contre, c'est peut-être pas fait avec des IA tels on imagine aujourd'hui, c'est peut-être des algorithmes de contrôle bien maîtrisés. Ça, c'est possible, par contre. Ça n'empêche pas que c'est quand même très impressionnant. Par contre, là où c'est vrai que là, en tout cas, les programmes IA font qu'on commence à se dire, OK, pour pouvoir aller dans ce que tu dis, c'est que bah, typiquement des langages, des modèles de langage, tu peux les, tu peux leur fournir toute l'API de ton robot Mmh. pour lui dire, bah tiens, si tu veux faire un salto, lance telle procédure. Si tu veux ouvrir un tiroir dans telle procédure, etc. Et, euh, et du coup, arriver à décomposer un peu des skills et une réflexion peut-être un peu plus long terme de quel est l'enchaînement des skills que je dois faire pour accomplir telle tâche que l'utilisateur m'a demandé. Mmh. Et du coup, cette combinaison de skills, bah, au lieu que tu sois obligé de la programmer à la main pour toutes les conditions, tout ce que tu peux imaginer, et que si un utilisateur il te demande un truc que t'as jamais auquel tu n'avais pas pensé, le robot il est en vrac, ben là, tu peux quand même commencer à considérer que c'est réaliste
de Mais penser que là, c'est la révolution totale, ça, Mathieu. Ça, c'est ce que tu m'as dit, c'est que pour toi, c'est des années de robotique qui, ouais. au final, sont complètement révolutionnées. C'est ça que tu m'avais dit aussi. Bah, c'est clair que de toute façon, c'est des trucs qu'on pensait pas arriver. Enfin, j'étais même pas sûr de le voir dans mon temps de vie, tu vois. C'est vraiment une question. C'est le genre de truc, tu sais pas si ça va arriver ou pas, quoi. Tu vois, c'est pas. Et en fait, et surtout, euh, je pense que le travail sur les modèles de langage, c'est pas clair quand même que grâce à ça, tu arrives à faire du raisonnement. Tu vois. Bien sûr. Tu vois, c'est pas juste traduire le texte, quoi. En essayant de faire un truc qui traduit des textes, on a fait quand même des trucs qui sont capables de traduire des process un peu cognitifs, dans le sens de la planification, quoi. Et ça, c'est nouveau. Du raisonnement, de la logique, Ouais, un sens du monde, voilà, et on n'est pas que juste, en effet, sur trouver le mot d'après, quoi, enfin prédire le mot suivant. voilà, Tout à exactement. fait. Et donc, C'est plutôt ces composants, c'est plutôt ces aspects-là qui vont être intéressants pour le robot, parce qu'en soi, juste la série de mots, ça va pas lui ouais, apporter plus de choses que ça, quoi. Mm. voilà, c'est cool. C'est cool, c'est plus simple de faire ça que faire autre chose, quoi. Mais par contre, tout le process cognitif, on va dire, au-dessus de ça, qui permet de dire, ah bah tiens, si je veux faire telle tâche, il va falloir d'abord que je fasse ça, puis ça, puis ça. Et en fait, il y a un problème. Il y a ça qui manque. Alors du coup, potentiellement, il faut que j'aille dans le placard, chercher un truc. Ah ben dans le placard, il y a rien. Qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, peut-être que je peux demander un outil à quelqu'un qui est à côté. Tous ces enchaînements, en fait, ça paraît totalement réaliste d'imaginer que bah, juste en promptant ton modèle de langage, il va te répondre des idées de choses à faire, et que le robot, du coup, il va pouvoir, de manière un peu automatique, on va dire, essayer de résoudre des tâches, et s'il n'y arrive pas, être bloqué, demander de l'aide, etc., quoi. Bon, bah ça, pour moi, c'était des trucs qui n'étaient pas faisables avant, quoi. Tu vois. Mais c'est un accélérateur extraordinaire. Pour toi, c'est sur la robotique, donc cette IA. C'est une aubaine incroyable, Ouais, quoi, en ouais, fait. ouais. Mm. Parce que quand j'ai vu ChatGPT sortir, je me suis dit, OK, il va y avoir beaucoup plus de robots. Ouais, Et ouais, bien sûr. Mm, mm. parce que d'un coup, ça débloque. Enfin, en fait, là, on parle beaucoup de ChatGPT, mais en fait, ChatGPT, plus tout ce qui s'est passé après. Je veux dire, ça débloque un certain nombre de choses qui étaient vraiment des gros problèmes pour arriver à passer à des applicatifs robotiques, sortir de ce qu'on savait faire, quoi. Bien sûr. Voilà. Et il y a peut-être un point aussi, c'est, à toi de me confirmer, mais il y a aussi, tu sais, les modèles de génération de vidéos aujourd'hui qui font Mm. beaucoup parler. On attend Sora d'OpenAI, mais on voit déjà des HeyGen, Mm. Luma Labs avec Dream Machine qui sont assez incroyables. Et ce qu'on te dit sur ces modèles, c'est que, en effet, bah, tu vois, c'est qu'ils ont un sens du monde et on va pouvoir arriver dans les mois qui viennent, hein, à grosso modo un petit peu des capacités de simulation, enfin de créer donc Mm. un environnement avec du contrôle. Et ça, en fait, ces modèles de vidéo, j'imagine, pour la vision peut-être et l'entraînement des robots, que ça doit être assez intéressant. Ouais, là, c'est une possibilité. Enfin, je pense que ça va pas mal dépendre à quel point ils arrivent à intégrer la physique Mm. dans leur. Mais par contre, ça peut être totalement des trucs qu'on utilise pour la simulation, pour anticiper, tester différents scénarios. Mm. Faut imaginer que le robot, il se génère une vidéo de ce qu'il pense qui va se passer. Après, il l'exécute et comme ça, il peut voir si ça correspond un peu à ce qu'il s'attendait, quoi. Euh, mais il y a quand même des questions de physique qui sont pas simples. Moi, j'ai quand même vu des tests vidéo. Là, c'est toujours pareil parce que c'est un T0, quoi. Mais où tu vois que la physique, elle est un peu pétée. Et il me semble que, je crois que c'était Yann Lequin qui disait ça, que quand même, pour qu'on arrive à dépasser le stade actuel Mm. en IA, pour qu'il y ait vraiment un vrai world model qui soit plus réaliste, il faudrait quand même qu'il y ait une sorte d'intégration dans des robots qui peuvent apprendre la physique pour de vrai, tu vois. Là, Tout à c'est fait. plutôt en leur, voilà, si tu veux, le ChatGPT, il a une compréhension de la physique un peu littéraire de ce qui est écrit, tu vois. Mais pas forcément une vraie compréhension de ce qui se passe.
C'est un peu Non, comme mais si tu avais quelqu'un de super intelligent qui a lu tous les livres, mais qui est jamais sorti de sa chambre, quoi. Tu vois, qui a ouais, même mais pas qui flotte dans l'eau et qui a aucune connaissance, aucun sens physique, tu vois. non, mais bien sûr. Mais je comprends, et il y a aussi un autre aspect, c'est la fiabilité de ces modèles, et essayer de travailler un petit peu pour faire en sorte qu'on n'ait pas de Ouais. problème à cause de leur fonctionnement aléatoire. Tous les travaux qui sont faits là-dessus sur les modèles d'IA générative, ça va vous servir aussi beaucoup dans la robotique parce que pour le coup, tout ce qui est aléatoire et pas fiable, ça peut être quand même très vite dangereux, j'imagine, dans le monde réel, quoi. Mm, mm, mm. Ouais. Alors, un truc qui est intéressant quand même, c'est que là, on a des robots qui sont capables d'un peu plus s'adapter à l'imprévu. Et par exemple, qu'il essaie de faire une tâche et qu'il rate, c'est un peu un imprévu. Et donc, que nous on a vu là en lançant quelques premiers trucs, enfin quelques premiers modèles d'IA un peu modernes sur le robot, c'est que du coup, ok, il rate, mais il rattrape. Enfin, il rattrape. Il fait un deuxième mouvement derrière qui fait qu'il rattrape le truc. Donc à la fin, il a quand même réussi la tâche, c'est juste qu'il s'y est pris 2 fois, il s'y prend une Mmh. fois. Là où, si tu as de la programmation un peu plus classique de robot, bah il a raté, quoi. Ouais. Mmh. Et donc si t'as pas 100% de réussite, t'as pas 100% de réussite du tout, quoi. Ouais, ouais, Bon, ouais. là, tu peux te permettre d'avoir, je sais pas, 80% de réussite. Mais du coup, s'il peut tenter 2, 3 fois, à la fin, tu vois, il finit par y arriver. Tu arrives peut-être plus vite à converger vers le 100% qu'avec un truc où tu es obligé de le réussir du premier coup. OK, Tu OK, vois, ouais. un peu comme si tu veux lancer une pièce de monnaie et t'appuies ou face, Mmh. ta chance c'est d'avoir 50% de chance de réussir du premier coup. Mais si tu es le droit d'avoir, si tu dois avoir un face parmi les 3 prochains essais, bon, bah, déjà, tu vas t'augmenter tes chances, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, et donc ça, c'est cool. Ça, c'est quand même un bonus. Par contre, il y a quand même des tâches où tu n'auras pas le droit que ça rate en... Tiens, c'est genre si tu, je sais pas, t'es un labo t'as un robot qui est dans un laboratoire d'essais biologiques, donc il manipule des éprouvettes qui ont été prises sur des patients, donc je sais pas, des relevés de sang, je sais pas quoi. Il a fait tomber, le truc est cassé par terre et du sang partout. Bah, c'est raté, hein, tu vois, c'est Ouais. juste, il faut aller reprendre la piqûre, tu vois, c'est juste, ça c'est intolérable, tu vois. Bien sûr. Et donc, ce qui est là où je te dis, là où tout à l'heure on discutait un peu des timelines du moment où ça peut prendre, là, enfin, pour moi c'est ça la grande partie. En fait, Mmh, dès bien sûr. maintenant, il y a des trucs cool qui marchent un peu soit en mode démo, soit ça va un peu marcher, mais avec une très faible fiabilité. La question c'est à quel moment tu as une fiabilité qui est suffisante pour passer, euh, pour passer à un déploiement plus massif, quoi. Ouais, bien Et sûr. ça va pas se faire partout à la fois, ça va se faire d'abord sur des tâches particulières où, bah, du coup, à la fois on la maîtrise mieux et c'est moins grave quand ça rate. Et petit à petit, ça va améliorer, la performance va s'améliorer, etc. Et ça va se répandre. Mmh. Ouais, ouais, ça, c'est sûr, je vois très bien. Ça, c'est hyper intéressant. Heu, je je voulais te poser une petite question aussi sur, les composantes. Oui, non, j'avais vu un petit graphique là-dessus qui était assez intéressant. C'était, tu vois un nouveau-né grosso modo, 1 an, il marche, 3 ans, il parle, 5 ans, il écrit, 15 ans, il conduit. Hem, Mhm. Si j'ai la même grille de lecture sur un robot humanoïde, c'est, à 1 an, grosso modo, ce qu'on me dit, c'est un robot qui fait le ménage. À 3 ans, c'est un robot qui est chef et qui fait la cuisine. À 5 ans, c'est un concierge et à 15 ans, c'est, justement une nurse, ou une infirmière, quoi, tu vois? Enfin Mhm. et hem Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que ça va plus vite, que ça peut aller plus vite dans le robot? et que en fait, bah, oui, qu'il y a différents types de tâches, différents types de tâches, en fait, qui ont des niveaux d'importance et des exigences différentes, tu vois? Aussi au niveau de la Ouais, sécurité, de la fiabilité, heu d'accord. et que ça Ouais, évolue. ouais. Mathieu, je voulais te demander aussi, est-ce que tu peux nous donner quelques infos un peu sur, les composants des robots? Je crois que, grosso modo, ça tend vers le bas au niveau des prix, par exemple sur le lidar, sur les moteurs. Est-ce que les composants d'un robot, ils se les prix baissent un petit peu? Et est-ce que c'est intéressant, ça devient de plus en plus intéressant pour toi?
Alors, Et Richie, on peut donner son prix. Enfin, il est affiché c'est pas sur encore, son site. bah, le prix du 1, il existe, le prix du 2, il n'est pas encore communiqué, on va le lancer Ouais. à la rentrée. Et Mais le 1, le 1, c'est grosso modo, c'est 39 ouais, millions, c'est ça, quoi. ouais, complet avec tout, base mobile plus le robot, voilà. Tout le robot complet, oui. La totale. La totale, ouais, la totale. Mais Et, après, on peut avoir qu'un bras ou que la base mobile, on peut choisir un peu ce qu'on veut dans le robot quand même. et Richie 2 est censé sortir quand? Tu as une idée ou... Bah, là, on communique un peu dessus pour montrer à quoi ça ressemble, mais le vrai lancement, ça sera sûrement fin septembre, octobre, quoi. D'accord, ok, trop bien. Mm. Et donc, ouais, c'est composant des robots, le prix, Ouais. ouais. Ben, en fait, bon, ce qui est intéressant, c'est que les progrès en IA font que on a besoin de moins de précision côté hardware, Hmm. puisque du coup, on n'a plus besoin d'avoir un corps qui fait exactement ce qui est prévu dans le code, exactement qui met exactement la vis au micromètre, enfin au millimètre près, ou plutôt au dixième de millimètre près à l'endroit prévu, parce que si jamais de toute façon il le met à côté, on sait plus quoi faire. Euh, et donc si tu veux, tu avais quand même un trend en robotique jusqu'à présent et de précision et de rapidité de précision, en gros. C'était les gros trucs. Et tu avais besoin de la précision parce que derrière le logiciel, lui, était pas très bien, n'était pas vraiment capable de gérer l'imprévu ou la non-précision. Et là, on commence à avoir des systèmes logiciels qui arrivent à extraire des informations sémantiques vachement plus compliquées, de capteurs vachement plus simples. Donc typiquement, plutôt que d'avoir une mesure physique exacte avec des lidars pour reconnaître, et où du coup tu as une mesure physique et derrière il faut faire du traitement pour savoir si devant toi tu as un mur, une chaise ou une personne, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, tu mets une pauvre webcam, Hmm. qui fait 1 mégapixel, Ouais. qui coûte 10 balles. Et Hmm. derrière, tu as une IA qui te fait une segmentation sémantique sur la scène et qui peut arriver à te prédire des distances avec une précision qui est correcte. D'accord, Et donc, donc tu vois, déjà, ça change tout, en fait, même sur les composants requis, d'accord. Ok. ouais, et du coup, tu peux dire, ah ben, plutôt que de mettre un lidar à 2000 euros, on va mettre 4-5 caméras, et puis c'est bon, en fait. Tu vas faire même Ouais. mieux qu'avant, puisque tu auras encore plus de capteurs, quoi. Et t'as des quoi les traiter, et ça marche bien. Et après, c'est un peu pareil sur la partie mécanique, c'est que bah, tu vas plutôt avoir un robot qui va réagir visuellement à ce qu'il est en train de faire. Donc à la limite, que le bras il soit placé exactement là où dans son modèle, dans le modèle théorique il est, ou je sais pas, disons même 1 centimètre à côté, c'est pas très grave parce que de toute façon, tu vas pas le piloter en étant à l'aveugle, enfin à l'aveugle, les yeux fermés, à essayer de reproduire le modèle théorique que t'as du monde. Donc, tu vas regarder ce qui se passe réellement. Si ton bras il est un peu à gauche, bah tu vas le bouger à droite, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc du Hmm. coup, t'apprécies ton besoin de mécanique aussi, il est un peu réduit. Hmm. Donc t'as quand même des progrès du coup côté IA qui font que ça enlève un peu de complexité côté mécatronique. Bon, par contre, à la place, tu le payes en ayant intégré des GPU, des trucs comme ça. Bon, donc c'est vrai que là, tu remplaces finalement, un LiDAR à 5 000 € par un GPU à 5 000 €. Mais, mais bon, ça va diminuer aussi ce genre de choses. Et surtout, tu fais beaucoup plus de trucs avec. Euh, donc bon, quand même, globalement, je pense que on va vers je pense une simplification. Par contre, ça se compense actuellement par du coup des ambitions qui augmentent. Donc, tu Ouais. vois, typiquement, bah, je sais pas, chez Tesla, ils travaillent beaucoup sur la main avec plusieurs doigts. Donc ça, c'est des objets quand même complexes à mettre en œuvre, donc qui vont coûter certainement très cher. On compense aussi en essayant du coup, finalement, tout le monde part sur l'humanoïde avec des jambes aussi. Donc c'est quand même vachement plus cher à faire et vachement plus complexe aussi à faire que sans les jambes. Donc aujourd'hui, là, je suis pas sûr que ça fasse baisser les coûts, mais par contre, ça augmente le potentiel, quand même. Donc, si tu veux, Hmm. ils sont toujours à 5 000 € les robots, mais ils ont un potentiel d'usage qui est quand même augmenté.
Et après, oui, ça va descendre avec le temps parce qu'au fur et à mesure, on va se rendre compte que c'est toujours le même composant qu'on a envie de mettre et que du coup, ça va être, c'est un peu comme dans les voitures, hein. Au final, t'as des fournisseurs qui fournissent des freins à tout le monde, des machins à tout le monde. Bien sûr. Après, un constructeur, ça devient plus que finalement quelqu'un qui va agencer ses composants standards de manière différente pour plaire à un public différent ou à un usage particulier. Tu vois. Donc à ce moment-là, ça commence à... Euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des infos, enfin ta vision sur le marché? Euh, Quelle est la région du monde qui est leader sur les robots? Est-ce que c'est les États-Unis, la Chine ou la France? Et, euh, et quels sont les acteurs, selon toi, les plus intéressants, les plus en avance en ce moment? Ouais, on va dire comme souvent, dans plein de domaines scientifiques, on avait un bon train d'avance en Europe, Ok. même si tout le monde me répétait quand j'étais plus général que quand même les Japonais ils sont forts en robotique. Bon, la réalité c'est que oui, ils sont forts en robotique, mais les Européens étaient très forts en robotique aussi. Euh, et que aux États-Unis, il y avait effectivement le MIT qui faisait des trucs incroyables. Et après, c'était une équipe de MIT qui est partie qui a fondé Boston Dynamics. Et effectivement, Boston Dynamics, ils faisaient des trucs incroyables aussi. Mais c'était quand même assez équilibré, on va dire, entre et tu sais, d'une certaine manière, je pense qu'Aldebaran, c'est Ouais, l'entreprise qui a vendu le plus d'humanoïdes au monde, d'un point de vue factuel, tu vois. ouais, certainement. Donc, je pense pas qu'il y ait une autre boîte qui en a vendu autant. Euh, donc, tu vois, il y a quand même toujours, enfin, il y a quand même un vivier en France, en Europe et en particulier en France sur la robotique humanoïde. Ce qui est que je trouve un peu dommage, c'est que là, maintenant, il y a eu des investissements massifs en Chine et aux États-Unis Mm. qui font qu'ils ont réussi à créer des très gros acteurs du domaine assez vite. C'est dommage qu'en Europe, il n'y ait pas eu ces investissements-là qui étaient faits. Et maintenant, Ouais. ça se réveille. Et tu vois, elle est encore en retard, quoi. C'est un peu C'est dommage, sûr quoi. qu'on a eu, il y a Figure, acteur américain, Mm. 845, 845 840, millions de dollars levés, euh, t'imagines? dont une Mm. partie par OpenAI. Il y en a deux que je connaissais pas, moi, qui s'appellent The Bot Company, 150 millions de dollars. Ils font, et Cobot, 140 millions de dollars. Euh, et après, bah, Tesla, évidemment, Tesla sur Mm. cette partie robotique qui a des financements qui doivent être Ouais. colossaux, quoi. Mm. Et en Et Chine, des boîtes chinoises aussi. Ouais, ouais. c'est pareil. Et puis, le gouvernement, je sais plus, c'était peut-être en 2020, ou je sais plus, il y a un petit quelques temps qui avait dit que ça devenait une priorité, l'humanoïde. Donc, Et notamment pour des raisons démographiques, je crois, même pour aider un petit peu la population, quoi. Enfin, parce qu'on prévoit aussi un choc à ce niveau-là, quoi. et, et donc, ouais, donc nous, enfin, c'est marrant parce que Pollen, on l'a créé en 2016 et on a passé beaucoup de temps à être tout seul, quoi. Enfin, tout seul dans le sens pas soutenu, quoi. Ni par Mm. les investisseurs, ni par l'État, ni quoi que ce soit, tu vois. Donc, à galérer dans le garage, Ouais. faire le proto, à les vendre, à gagner un peu d'argent pour avancer, etc. Et puis là, maintenant, bah, tu sens que ça a changé, quoi. Maintenant, c'est vraiment un peu la panique parce que aux États-Unis ça s'est activé, au Japon, en Chine ça s'est activé, en Europe on a traîné un peu, et du coup il y a plein de plans qui sont lancés pour la robotique, pour l'IA, pour essayer de rattraper quoi. Enfin, mais moi je trouve un peu dommage. Bon, maintenant c'est cool parce que là maintenant on a un peu plus de soutien quand on est moins tout seul. Mais bon, je veux dire, c'est les projets qu'on porte maintenant, c'est les mêmes que ceux qu'on portait il y a 5 ans. Si on les avait fait, si on avait pu avoir les moyens, plus de moyens il y a 5 ans, on aurait peut-être avoir un peu plus d'avance sur Mm. les paris qui étaient très Après, bons. tous les projets que j'ai cités, ils ont explosé aussi avec l'IA générative. Enfin, ça leur a donné une autre dimension, quoi. C'est à ce Oui, oui, bien moment-là sûr, qu'il y a eu les c'est sûr. investissements Et, massifs. c'est sûr, c'est sûr. Et bon, ils ont pas, ils ont quand même été plus vite, tu vois.
Ah ouais, évidemment, évidemment. Et Unitree, c'est un acteur chinois, non? Mm. Ouais. Ouais. Euh, et moi, je lisais que tu vois qu'il faisait des trucs géniaux sur les quadrupèdes notamment. On Mm. disait que c'était un petit peu l'équivalent de ce qu'avait fait DJI sur les drones, quoi, grosso modo. Euh, Ouais. Bah, c'est clair qu'ils ont fait. Enfin, déjà, leur spécialité. Alors, il y a un truc quand même. Souvent, côté robotique, il y a quand même un sujet sur l'actuateur. Et donc, sur le, excuse-moi, sur le. l'actionneur, Oui. l'articulation, quoi. D'accord, d'accord. Mhm. Donc, tu vois, par exemple, nous aussi, on développe nos actuateurs particuliers. Et si tu veux, un peu les boîtes un peu solides en robotique, elles ont toutes aussi fait des contributions importantes dans le domaine de l'actuateur, parce que c'est un peu l'élément essentiel de. C'est un peu comme le processeur pour ton calcul. Ton D'accord. actuateur, c'est ce qui fait que ton robot il bouge, quoi. Donc, c'est quand même un truc assez central. Voilà, donc, typiquement, Tesla communique beaucoup sur enfin, sur sa team qui s'occupe des actuateurs. Euh, et Unitree, à la base, c'est une boîte qui fabriquait des actuateurs. Hmm. Et après, pour démontrer leur capacité, ils ont fait un robot quadrupède, et puis là, ils font un robot humanoïde. Je sais pas encore si vraiment ils essaient de se positionner sur l'humanoïde ou le quadrupède, ou si juste c'est des démonstrateurs. Voilà. Après, pour en revenir au quadrupède, tu vois, c'est un objet, pour l'instant, ça fait quand même 5 ans qu'on le voit un peu on les voit sur le marché. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu d'application très Hmm. pertinente. On les voit Ouais. encore sur les salons, font des figures, quoi. Ouais. Mais c'est ça, enfin, tu vois, il y a toujours pas une application derrière qui en a découlé qui est vraiment pertinente. Et même Boston Dynamics avec Spot, c'est pas si clair que ça, ce qui en est fait. Bon, on voyait surtout des applications militaires aussi, quoi, des robots un petit peu pour porter des choses. Ouais, bah, je sais pas trop maintenant si c'est le cas. C'était le cas sur les premières versions de. Mm. Après, c'était une manière de choper les financements de la DARPA, je pense. Oui, Mais, euh, mais là, après, ce qu'on voit, c'est ouais, de l'inspection sur des plateformes pétrolières, ce genre de choses, quoi. ouais, Donc c'est une application, quoi. bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça a pas trop, on voit pas trop d'usage sortir du quadrupède comme ça à Mm. perte. Et les robots de figures, toi, tu vois ça comment? Enfin, est-ce que toi, pour toi, la boîte la plus à la pointe, c'est la boîte en gros qui aurait le plus de chances de devenir un peu le Apple de la robotique ou le OpenAI, tu vois? Enfin, est-ce que c'est Figure, Tesla? T'as un avis là-dessus? Ouais, après, c'est intéressant comme Mm. comparaison parce que il y a un truc dans le soft, on va dire, le software, il y a un peu le mode, c'est winner take all. Genre, t'as un gros acteur et puis le reste qui a 80% du marché et le 20% du marché il se sépare pour les 80 autres Bien acteurs. sûr, ouais. Mais dans le hardware, c'est pas trop ça, tu vois. Même Apple, tu vois, c'est un gros quoi. Il y a tout le monde, il y a plein de gens qui ont des iPhones, plein de gens qui ont des Toi, t'en as un? MacBooks. Moi voilà, j'en fais partie, tu vois. Mm. Quand même, ils ont, je sais plus, 10% du marché, un truc comme ça, là. C'est tout petit. Euh, et donc moi, je m'attends vraiment à que ça soit pareil pour la robotique. Oui, Ouais. il va y avoir des très gros, il va y avoir des équivalents à Apple, mais quand même, à la fin, ça reste du hardware. Quand il y a du hardware, il y a des questions que logistiques, de distribution, de fabrication, de géographie, etc., qui font que tu peux pas être partout. Voilà. Et qu'il Mm. y a de la place pour tout le monde, du coup. Et dans l'automobile, c'est pareil, tu vois. À la fin, bon, tu peux peut-être avoir des gros consortiums qui rassemblent plusieurs marques, mais tu vois bien qu'il y a une grande diversité dans le hardware, en fait. Ouais, bien sûr. Euh, et donc là, ouais, bah, si tu veux, oui, des figures de Tesla, ils sont Toi, bien positionnés. t'es bluffé par ce qui sortent tu... Oui et non. Mhm. On va dire, ça confirme que ce qu'on pense qui va marcher marche. Mais ça, tu vois, j'ai envie de dire, ils n'ont pas tant d'années tu vois, ils ont plus des mois d'avance que des années d'avance. D'accord. Par Mhm. exemple, je vais te donner un exemple, genre Figure, ils ont fait une démo où le robot il chope une pomme et il le file, je sais plus trop comment ça se passe, mais bref, il y a quelqu'un qui lui parle, Ouais, ouais, et, je l'ai vu. Ouais. il chope une pomme, il le donne au truc,
On a quelqu'un dans l'équipe là qui était sur le coup et il s'était dit, ah, putain, trop en avance et tout. Puis 2 mois après, on faisait la même chose avec notre Ritchie, tu vois. Parce qu'en fait, juste on a intégré certains modèles d'IA open source et puis en fait, on arrive aussi. Donc finalement, c'est pas si, enfin, en fait, ils payent très cher le fait d'être un peu en avance. C'est ça que je veux dire. Et là, c'est un peu pareil avec OpenAI, si tu veux. Bien OpenAI, sûr. ils ont eu 1 milliard d'investissements en IA à une époque où c'était totalement délirant d'avoir autant d'investissements. Et ils ont sorti ChatGPT, t'as l'impression qu'ils avaient 15 ans d'avance sur tout le monde. Et puis en fait, 3 mois plus tard, tu commençais à avoir des modèles open source ou des modèles concurrents qui étaient pas trop loin, tu vois. Avant-hier, on a eu Llama 3, 3.1, 405 Voilà, milliards. Et oui, performance grosso modo GPT-4, quoi. Enfin, donc, voilà. Et là, tu te rends compte que finalement, en ce moment, OpenAI, c'est la course encore pour eux, quoi. Ils sont obligés de faire des annonces assez vite, de faire des progrès assez vite pour essayer de toujours être quand même un peu le meilleur, sachant que leur écart se réduit petit à petit, et juste pour rester elle est un pas tout si petit peu simple, elle est meilleur. pas si simple en effet, cette position de numéro 1 et d'ouvreur, un Ouais, peu de défricheur sur ces marchés. ouais. Bon, tu vois, même, Avec l'open source qui te court après, quoi. L'open source, c'est un point important, justement pour toi, ça permet d'accélérer le progrès sur la robotique, l'open research? ouais, enfin, après, nous, c'est un mélange, ça, c'est à la fois des valeurs. Je pense que c'est nécessaire, quoi, de passer, de contribuer un peu au savoir général, quoi, que notre travail contribue Ouais, à ça. Voilà, puis on a aussi été formé par l'université, l'école. Tu vois, bien c'est une sûr. manière aussi de redonner le fruit de Ouais. notre formation à la communauté, quoi. Donc, bon, il y a Mmh. quand même des questions de valeur profondes, mais après, d'un point de vue purement fonctionnel, bah, là, t'as quand même si on parle de robots qui vont être auprès d'humains, t'as quand même des Ouais. questions de sécurité, de fiabilité, de traitement des données qui sont critiques, quoi. Est-ce que tu fais confiance à des robots qui peuvent faire un blue screen of the death à tout moment parce que en fait il y a eu une mise à jour, je sais pas où, Ouais. dans un serveur comme on a vu il y a pas longtemps, tu vois, qui fait que tout tombe en Oui, vrac. tu nous parles aussi comment ça s'appelle? C'est CrowdStrike? Ouais, C'est quoi? CrowdStrike, ouais. CrowdStrike, oui, parce Ouais. qu'avec 8,5 millions d'ordinateurs arrêtés, donc au début on dit que c'était Microsoft, finalement on met tout sur ce CrowdStrike, mais qui Mm. a un peu arrêté le monde, hein, en tout cas, arrêté des avions, des aéroports et plein d'ordinateurs complètement bloqués, quoi. Ouais. C'est sûr que si on a des copilotes robots humanoïdes ou des compagnons robots humanoïdes dans notre chambre et que du jour au lendemain, bah, on a une mise à jour qui bug comme ça, Et- on n'est pas bien, quoi. ouais. Donc moi je pense quand même que c'est nécessaire d'un point de vue même éthique que tu puisses regarder ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand le robot il enregistre avec la caméra, qu'est-ce qu'il fait de cette image, quoi. Je veux dire, c'est grave, Mmh. quoi. Ce qu'il peut en faire, c'est grave. Voilà. Donc, d'une certaine manière, c'est intéressant de savoir ce qui se passe, que ça puisse être transparent, parfaitement transparent, et que s'il y a un bug, c'est pas grave, on le corrige, tu vois. Et quand même, l'approche open source, ça permet ça, quoi. Et Mmh. d'autres choses qui est plus par rapport à nos capacités de financement ou de création d'équipe ici, là, c'est que bah, là, si tu vois, on a des gros, genre Tesla et Figure, qui ont tout internalisé, qui mettent tout sous forme de propriétaire. Donc, ils développent IA, mécatronique, etc., tout en interne, les foundation models, etc., en interne, tout ça. Bah, nous, on prend le pari de l'autre côté, on est plutôt en mode collaboratif. On va pas tout faire. On va pas tout faire à peu, on va faire tout ça ensemble avec d'autres personnes. Et du coup, c'est un peu la team collaborative versus les teams propriétaires. Mmh. Et tu vois bien que côté IA, ça marche. Ça a très Les... bien fonctionné, c'était aussi le pari de Mistral, en tout cas, et ça a Mm. très bien fonctionné. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc nous, on prend. Et puis du coup, il y a une culture quand même en France autour de ça. Tu vois, il y a
GameFest, c'est une boîte qui a été créée aux États-Unis, mais ça reste des cofondateurs français, beaucoup qui sont en France. Donc, ça, culturellement français, je pense. Le GameFest, Mistral, tout ce qui est OpenAI, il y a beaucoup qui est en France. Pas OpenAI, pardon, Meta, Ouais, qui est en France. faire, Quand même, bien sûr. il y a une grosse culture open source. On est dans la même culture. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Dans mon rapport Coatou, là, il y a un truc intéressant aussi, c'est eux, ils voient la robotique comme la prochaine plateforme. Et plateforme au sens de Cathy Wood, de Ark Invest, tu sais, qui parle souvent de ça. Donc vraiment, ça veut dire la grosse révolution technologique qui va un peu tout emporter sur son passage. En disant que Ouais, sur les années 80, bah, il y avait le PC, les années 90, les réseaux, 2000, Internet, 2010, Internet mobile, les applications, 2015, le cloud, 2022, l'IA, et ce qu'ils voient après, c'est la robotique. mm, Potentiellement, ils tracent une courbe par rapport à ça, hein, on te parle, mais tu vois, d'un marché qui peut être colossal. Et quand on parlait ouais, tout à l'heure de milliards de robots façon Elon Musk, on est en trillions de dollars, quoi. Enfin, tu vois cette vague arriver, toi, ouais, et enfin, ça me paraît être, enfin, ça me paraît raisonnable de penser que le robot, c'est une prochaine plateforme, au même titre que ton téléphone portable ou ton PC. Un prochain outil polyvalent sur lequel tu vas t'appuyer quotidiennement pour travailler, pour t'aider, pour t'assister, etc. De la même manière que tu utilises ton ordinateur et que c'est tout à fait normal d'utiliser ton ordinateur pour faire ton travail quotidien. Tu vois. hmm, Pour moi, ce qui est l'inconnu là-dedans et qui n'est jamais pris en compte dans dans ces projections financières, c'est la partie écologique, ouais, ouais. qui est compliquée, enfin, plutôt on peut prédire, on va dire, comme étant compliqué dans l'avenir. Et du coup, bah, l'accès aux ressources, qui va peut-être être plus compliqué, peut-être des prises Oui, de mais décision qui vont être tu vois, différentes. je te dirais un truc là-dessus. Tu sais, il y a un argument notamment sur, au final, la voiture autonome. Tu sais, c'est qu'au final, sur une voiture totalement autonome, Tesla Level 5, voilà, tu sais, on te dit que tu as besoin de beaucoup moins de voitures au niveau Mmh. global. Si tu Ouais, ouais, considères que tu sais, tu les fais rouler en permanence et que c'est pas forcément ta voiture, tu vois, mais que tout le monde partage un petit peu ses véhicules. ouais, ouais. Heu, mmh, Non, mais c'est du coup, enfin, pour moi, il y a toutes les trajectoires existent, si tu veux. mmh, Après, c'est juste que là, j'ai l'impression que la trajectoire qui est souvent vue, c'est plutôt occulter cette partie-là, considérer que tout va bien, que tout va être normal, et que du coup, c'est normal que ça parte en trilions et que ça continue à partir comme ça. Euh, Bah, peut-être, mais je suis pas sûr que la forme que ça va prendre soit la même mmh. que celle qui est projetée là-dedans, parce que bah, du coup, Non, il mais tu as peut y avoir raison. Mais de toute façon, écoute, on a des enjeux environnementaux qui sont colossaux parce que, au niveau, énergie, électricité pour alimenter les data centers, pour l'IA, ça va être incroyable et donc et de l'autre côté, après niveau matières premières pour mais, produire déjà, pour produire les robots, ça va être fou aussi. Donc c'est évidemment une mais énorme pression sur la planète, ça c'est je, sûr. je peux te donner un exemple con, tu vois, si si t'as envie de faire une addition, tu utilises ChatGPT pour le faire, parce que juste, t'as l'habitude d'utiliser ChatGPT et de pas ouvrir la calculette, bah, le coût en computer, il est tellement plus élevé que de faire enfin, ton addition avec ChatGPT que de la faire avec une calculette. Tu vois. Ouais, c'est Donc, sûr. il faut aussi avoir ce biais qui arrive assez vite, Mmh, où du coup, c'est tellement confortable de passer par ça que bah, bien t'en sûr. abuses, quoi. Et du coup, Mmh, effectivement, même si t'arrives à avoir des systèmes assez efficients, tu sais, t'as toujours l'effet rebond, quoi, qui est un peu qui est difficile bien sûr. Mmh. toi, en étant optimiste, tu comptes sur la diminution parce que tu vois que tu arrives à augmenter l'efficience et optimiser l'usage, réduire les consommations. Tu dis, ok, bah, si on continue comme ça, mais après, tu as l'effet rebond qui te prend, qui prend l'effet Ouais, rebond, et là, du coup, tout le monde se met à s'en servir plus. Et au final, bon, ok, en termes de rendement, t'es bon, t'es pas mal en rendement, mais quand même, au final, t'as quand même pas réglé le problème. bien sûr. Voilà. Mmh. Donc ça, Ah c'est quand oui. même des sujets sur lesquels on fait attention, même dans notre conception, dans les applications qu'on pousse, etc. On va pas chercher direct forcément des applications où tout de suite il y a du volume, mais bon, l'application, on voit bien que c'est un peu
Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mathieu, nos dernières questions, pour aller un petit peu plus loin, se projeter. Quand est-ce que moi, je ne sais pas si tu as vu le film Chappie, mais Ouais. j'ai adoré ce film sur la robotique, un petit peu, hein, d'une certaine manière. Film de science-fiction, d'anticipation de Neil Blomkamp qui avait fait District 9. Chappie, j'avais trouvé ça génial. Et ma question, Mathieu, c'est donc quand est-ce qu'on télécharge notre conscience dans des robots? Est-ce que ça, tu penses que ça va arriver, ça? Bah, je sais pas. En fait, je sais pas, peut-être que tu vas pouvoir faire un deep face un peu de. Ce que moi j'ai déjà essayé, c'était des trucs, filer beaucoup de texte écrit par une personne et lui faire générer comment cette personne aurait répondu, tu vois. Mmh. Ouais. Et Bah, alors? franchement, ça marche pas mal, ça marche pas Ça mal. marche ça marche pas mal. Ça Ouais. marche déjà pas mal, on va dire, tu vois. Et je sais Mmh. pas, après j'avais vu un épisode de Black Mirror là-dessus, là, où tu pouvais, bah, quelqu'un qui était, le compagnon qui était mort, et du coup, tu Bien pouvais sûr. continuer à lui parler par un chat, et puis après, finalement, puis après, ça devenait un robot, et tu pouvais continuer, et c'était vraiment mimique, enfin, ça mimiquait le truc correctement. Bah écoute, je suis pas sûr que tu puisses télécharger ton truc, mais par contre, il pourra peut-être faire semblant de réagir comme toi, quoi. Te simuler quoi, grosso modo. Ouais, ouais. Ouais, te simuler, Mmh. ouais. Mais d'une Mmh. certaine manière, c'est utile, hein, tu vois. Des fois, je me dis que j'aimerais bien qu'on pouvoir me simuler pour pouvoir travailler à des endroits différents, tu vois. Pour pouvoir Ouais, bien sûr. répondre à un mail qui est pas très important et m'occuper d'un autre truc, tu vois. S'il arrive à bien simuler, à répondre comme j'aimerais, comme je le ferais, bah cool, tu vois. D'une certaine manière. Ouais, bien sûr. Mathieu, la notion de AGI, intelligence artificielle générale, heu, donc est-ce que c'est quelque chose qui te parle? On en parle beaucoup, tu sais, ben, dans l'IA, en disant Mhm. que c'est pas forcément si lointain. Une IA qui peut faire tout ce qu'on fait, avec, de manière générale, et plus ou moins rentable économiquement, quoi. Est-ce que tu penses que c'est Mhm. quelque chose qui peut arriver? Je sais pas, le problème c'est que l'intelligence c'est pas très bien défini, quoi. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas de bonne définition personnellement Mmh. de ce qu'est l'intelligence. Et par le passé, en tout cas, j'avais l'impression que plus on comprenait enfin, à chaque fois qu'on comprenait, qu'on faisait un algorithme un peu intéressant et qu'on comprenait comment il marchait, du coup, on se disait, ah non, mais ça, c'est pas de l'intelligence, l'intelligence, c'est encore autre chose, tu vois. C'est un espèce de truc. Chaque fois que tu t'en approches, tu dis, non, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est quand même quelque chose de différent de l'intelligence. Mmh. Donc ça, je sais pas trop. Pas trop C'est répondre sûr. à cette question. On repousse en permanence, tu vois? Voilà, tu repousses la Et définition. ouais. Et là, je me dis, est-ce que l'intelligence, c'est vraiment de savoir générer des tokens, le prochain token en sachant quels étaient les 1000 tokens précédents? Peut-être, je sais pas. Mmh. Ouais, bien sûr. D'un côté, je serais à la fois stupéfié et déçu que ce soit ça. Stupéfié Ouais. parce que c'est incroyablement simple, déçu parce que j'aurais espéré que ce soit plus compliqué que ça. Mais c'est cool aussi. C'est aussi cool les processus simples qui font des choses émergentes. Mmh. Donc je pourrais vivre avec, même si je me dis que je suis juste une LLM. Voilà. J'ai une définition marrante de l'AGI, qui est particulière et qui est un peu pour toi. C'est, donc j'en ai cherché un paquet, hein, donc sur le podcast, j'en ai déjà donné des dizaines, mais il y en a une qui est particulière, c'est celle de Steve Wozniak, cofondateur Mmh. d'Apple, qui te dit, AGI, c'est le jour où il y a un robot qui rentre chez toi et qui va se faire couler un café à la machine d'espresso, quoi, tu vois? Enfin, tout seul. Mmh. Heu Mmh. et tu vois, c'était assez marrant parce qu'en général, on parle que du tertiaire, tu sais, de software et tout ça, enfin de tâches, que l'IA peut faire, sur notre ordi, quoi, Ouais, et qui sortent en fait cet exemple de robotique, j'ai trouvé ça assez marrant. Mmh. ouais, bah, non, mais je pense que oui, c'est vrai que c'est intéressant que ce soit sur la robotique, tout à fait. Et Mmh. après, je pense que ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que ça montre à quel point il y a du sens commun dedans. Si tu rentres dans une maison, tu sais pas où c'est, mais déjà tu sais même sans connaître le plan de la maison, où est la cuisine, parce que tu as une idée de à quoi ressemble une cuisine enfin une maison normale, et que la cuisine, elle est probablement pas dans les toilettes, mais à côté du salon, tu vois? Qui Et est en fait, un c'est ça, quand tu y réfléchis, c'est quand même c'est quand même pas mal parce que,
ça demande quand même d'être bien capable de généraliser. Exactement, et pas finir dans Ouais. les toilettes, tout à fait. C'est un peu comme le test de Turing, quoi. C'est un peu, est-ce que quand tu vois le- l'objet se déplacer, ça te paraît cohérent, est-ce que ça te paraît normal, quoi? Et puis après, quand tu arrives devant une machine à café que tu connais pas, est-ce que tu arrives à t'y retrouver, à savoir que globalement, il faut mettre une tasse, que la tasse elle est dans le placard, et que il y a probablement un bouton pour faire le café, que c'est pas, tu vois. Donc, ça me paraît pas déconnant. Après, je sais pas si ça suffit comme test pour dire que c'est du GI. Parce qu'à ce moment-là, on va essayer de faire, on essaiera de définir le GI, enfin le GI d'une manière différente. Évidemment, évidemment. Ouais. Mais je sais pas Euh, si c'est grave, en fait. Je suis pas sûr que ce soit important. Bien sûr, bien sûr. Je pense Mm. qu'en fait, non, mais tu as certainement raison. C'est un peu aussi une vue de l'esprit, quoi, tu vois, au final, Parce que, qu'on ouais, recherche en permanence. parce qu'après, t'as aussi la crainte, là, de la super intelligence qui dépasse l'humain, mais que n'importe quel microprocesseur 8 bits de merde, il est bien meilleur que toi pour faire du calcul. Tu vois? Et ça fait longtemps qu'on Évidemment. utilise des computers qui font des opérations mathématiques bien, 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 bien plus rapides, des millions et des millions de fois plus rapidement que nous, avec bien plus de précision. Et ben, c'est pas grave. Je- Tu as raison, tu as c'est bien pas- raison de le c'est rappeler. différent, quoi. C'est différent, quoi. Donc, je sais pas trop si. Oui. Mathieu, dernière question. Est-ce que tu as un film ou un livre de science-fiction à nous recommander? Après, j'imagine que c'est plus sur le thème de la robotique de l'IA, quand même. Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Ouais. Euh, bon, après, moi, j'ai adoré les films de Denis Villeneuve, là où il y a Blade Runner et Dune. Euh, mais après, Dune, c'est rigolo parce que justement, c'est un post-IA et post-robotique. C'est pas ça l'histoire de base, hein. Il n'y a plus le droit, il y a plus le droit à l'IA parce que il y a eu des problèmes avec, quoi. Mais après, je pense qu'il y a des films qui sont moins connus, qui sont intéressants. Euh, moi, j'aime bien Short Circuit. C'est un vieux film des années Ok. 80 avec un robot qui s'appelle Johnny Five. Mhm. Ok. Et je trouve vraiment cool comme film. Short Ouais, Circuit. Ok, ouais. Short Circuit, un très vieux film. Ouais, très bien. Ouais, Donc, robot marrant en tout cas. Il a une tête marrante. Comme, et et, d'ailleurs, Richie. et, Ah, d'accord, d'accord. et en fait, je l'ai vu après avoir fait Ritchie, quand même. Donc, c'était pas dans Ah oui, ma. oui. Ah bah tu Mais devais l'avoir effectivement, il y a. dans ton inconscient, enfin Oui, bien au plus profond de ta c'est sûr que mémoire. quand j'étais gosse, j'ai dû voir des photos de ça, et puis c'est dans mon embedding perso. Exactement. Mm. Mm, Ah bah super. Bah, on va regarder Short Circuit. Impeccable. mm, Mathieu, merci beaucoup pour ce podcast. C'était ouais, génial de pouvoir parler de robotique et d'IA avec toi. À tous, allez voir Pollen Robotics, c'est magnifique. Richie, franchement, il est canon ce robot. On a hâte, merci. on va suivre de très près le lancement de Richie 2. Hein. Donc, euh, donc voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. À bientôt. À plus.